Tous, merci de nous rejoindre dans la reconfiguration à pas forcés du Proche et Moyen-Orient par les criminels sionistes et les industries d'armement américains et européens. Le droit international est sans doute le plus grand perdant, car en plus des massacres en live sur nos smartphones des populations de la région et l'annexion de leur territoire par l'entité sioniste, d'autres dérives institutionnelles, politiques, médiatiques et judiciaires ailleurs sont engagées ou perpétuées dans le temps et qui font directement écho à ce qui se joue actuellement en Palestine occupée, au Liban et depuis quelques jours, comme vous le voyez, en Syrie. On s'intéresse ce soir aux détenus politiques en France, appelés patries des droits de l'homme en raison de la vocation universelle de la première déclaration des droits de l'homme de 1789. Le dossier politico-judiciaire de Georges Ibrahim Abdallah relève tout simplement de la vengeance d'État. Le militant libanais de la cause palestinienne, âgé de 72 ans aujourd'hui, est le plus vieux détenu de France, voire d'Europe. Il s'est vu refuser cette semaine une énième libération après 40 années d'emprisonnement abusif par le parquet national antiterroriste français, du jamais vu dans les annales judiciaires du pays. D'autres dossiers en France méritent aussi d'être mis en lumière. Celui du leader indépendant kanak de la Nouvelle-Calédonie, Christian Théin, transféré immédiatement après son incarcération dans l'Hexagone. Il est accusé d'avoir commis des violences que les autorités françaises ont bien provoquées en voulant saper le processus de décolonisation de cet archipel du Pacifique en mai dernier, des faits qu'il nie en bloc jusqu'à ce jour. Enfin, un mot aussi sur la résurgence des émeutes qui agitent la Martinique après la condamnation à 10 mois de prison contre Rodrigue Petitot pour une simple vidéo TikTok sur la vie chère sur l'île antillaise. On reçoit pour en parler d'abord nos invités sur le plateau, Madame Fatma Zohra Benbrahim, avocate et chercheure en histoire, en droit de l'histoire. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci. Également avec nous, Sami Kaidi, journaliste au quotidien Le Moudjahed, spécialiste des questions internationales. Bonsoir, bonsoir, Sami. C'est également toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci à vous. Depuis Paris, nous recevons via Skype Monsieur Julien Martin, avocat au barreau de Strasbourg. Bonsoir, Monsieur Martin. Bonsoir, depuis Strasbourg. Merci beaucoup. Avec nous également Gamel Abina, journaliste et analyste des questions internationales. Bonsoir Gamel Abina, merci d'être avec nous également. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Alors on va commencer par la partie juridique d'abord avec ce petit rappel à propos de l'affaire Georges Ibrahim Abdallah qui a été condamné en 1987 précisément à la réclusion à perpétuité pour complicité dans l'assassinat de 2 diplomates américains et sionistes. À l'époque, les 2 hommes avaient été tués à Paris en 1982. Maître Benbrahim, il est le plus vieux détenu politique d'Europe, voire du monde, selon certains spécialistes d'ailleurs. 40 années d'emprisonnement après 2 procès expéditifs et un avocat, celui de l'époque, qui finira par avouer qu'il avait trahi son client après avoir été coopté par la DGSE, les renseignements français de l'époque aussi. Pourquoi tous ces éléments réunis aujourd'hui, à travers notamment des documents déclassifiés, des archives déclassifiées, ne suffisent pas à libérer Georges Ibrahim Abdallah? Oui, alors, il y a peut-être une précision à faire. Moi, j'appellerais pas ça un détenu politique. C'est un détenu tout court qui a commis un assassinat et encore, il n'est que complice dans le dossier. On ne sait pas qui est l'auteur principal. Alors, il a toujours clamé son innocence par rapport à cette affaire. Tout à fait. Et la politique s'est mêlée de la justice. Elle a enrobé cette justice et elle en a fait un procès politique. Parce que nous n'avons pas de procès politique dans toutes les juridictions, qu'elles soient algériennes, françaises ou autre chose. Il y a une pression politique qui intervient, soit en amont, soit en aval, c'est-à-dire avant la condamnation ou après la condamnation, comme c'est le cas de Ibrahim, mais on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un procès politique, parce que la politique c'est une chose et la justice c'en est une autre. D'ailleurs, nous avons un dicton qui est assez célèbre, on dit quand la politique rentre par la porte dans un palais de justice, la justice se sauve par la fenêtre. Donc c'est 2 choses qui sont incompatibles, tout à fait différentes. Alors aujourd'hui, pourquoi il n'est pas libérable après tous ces éléments à sa décharge finalement?
on ne peut plus dire qu'il y a des éléments à sa décharge parce que le jugement a été rendu, il est devenu définitif. Et donc aujourd'hui, on doit se poser une autre question, c'est-à-dire qu'on doit aller vers la science de l'exécution des peines, la pénologie. Et dans la pénologie, on se rend compte très facilement qu'il y a une graduation en 3 temps. Il y a d'abord la peine de mort, puis la peine vient, donc la peine à perpétuité, et enfin les autres peines. Donc nous allons arrêter la date de 20 ans, parce que 20 ans c'est souvent une date qui est très importante dans la libération des gens. Comme en France il n'y a pas de peine de mort, donc ils sont allés vers la peine à perpétuité. Est-ce que cette peine est compressible ou pas? Ça il faut voir le jugement, mais je pense elle n'est pas incompressible dans son voilà, cas. Tout à fait, c'est pourquoi il a réussi à déposer de demandes de mise en liberté, mais ça n'a pas marché. Et c'est vraiment bizarre. 13 fois, c'est un peu trop. Alors, il y aura quand même 2 avis favorables. Oui. On va y revenir et qui ont été bloqués. C'est pour ça que l'on parle de détenus politiques. Alors, c'est à ce moment-là que la politique intervient. C'est cela, justement. Alors, je vais m'adresser à Julien Martin, justement. Le parquet national antiterroriste français a bloqué une énième demande de libération de Georges Abdallah. Auparavant, c'était un avis d'expulsion non délivré par Manuel Valls, et qui était alors ministre des Affaires étrangères, qui avait justifié ce blocage. Est-ce qu'on est clairement dans l'instrumentalisation, selon vous, de la loi, particulièrement dans ce dossier, et dans lequel plus rien ne justifie finalement sa détention, donc sur une base légale en tout cas? Oui, alors je crois que vous l'avez clairement précisé à travers vos questions. D'abord, ce qui est important de repréciser, c'est que ce 15 novembre, la demande de libération de M. Abdallah a été acceptée par le tribunal d'application des peines. C'est un appel du parquet qui a été exercé et qui renvoie à une prochaine audience du 19 décembre l'examen donc de cette demande de libération. Mais naturellement, on voit bien que depuis un certain nombre d'années, les demandes de libération ont été nombreuses par Georges Abdallah. Il y en a eu pas moins de 11 au total, si je ne me trompe pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est libérable depuis 1999, Georges Abdallah, selon l'application du droit des peines en France. Peine à perpétuité qui n'est, on l'a dit, qui n'est pas incompressible. Il y avait une période de sûreté de 15 ans, en l'occurrence pour M. Abdallah. Et donc, il était théoriquement libérable en 1999. Il y avait eu déjà des demandes de libération acceptées en novembre 2012 par le tribunal d'application des peines et en janvier 2013 par la cour d'appel, puisqu'à chaque fois, le parquet fait appel. Et là, c'est clairement l'autorité politique, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Manuel Valls, qui avait refusé de signer l'arrêté d'expulsion qui était indissociable de cette libération. Ce qui a donc empêché toute effectivité de la libération de Georges Abdallah. Donc on peut le dire très clairement, mais sur ce plan et sur le droit de la peine, que le dossier est politique et que l'affaire est politique. Bien entendu, je rejoins l'avis de ma consoeur, il n'y a pas, en théorie, je dirais de manière légale dans nos codes de procédure pénale, ni dans notre code pénal, il n'y a plus de procès politiques et de détenus politiques. Mais dans les faits, c'est totalement différent. Et la situation de Georges Abdallah est tout à fait emblématique de ce que l'on peut qualifier, et ce que moi je qualifie en tout cas, de détenus politiques. Et d'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme est très claire sur cette question des emprisonnements à perpétuité. Il faut laisser un espoir pour la personne détenue de pouvoir solliciter la demande de libération. Et comment explique-t-on que depuis 40 ans maintenant, Georges Abdallah, malgré toutes ces demandes de libération, n'ait pas pu accéder à cet espoir d'être libéré, à cette perspective de mettre fin à sa peine, qui est d'ailleurs très clairement rappelée dans des arrêts
emblématique, important de la Cour européenne des droits de l'homme. L'explication est simple, elle est politique. Je voudrais que vous nous apportiez une petite précision. L'affaire, justement, Georges Abdallah avait échappé aux juridictions ordinaires. Son procès s'est fait devant des magistrats professionnels à la Cour d'assises de Paris, ce qui constitue une exception d'ailleurs à la règle du procès de cour d'assises, devant un jury populaire, d'ordinaire en tout cas. Est-ce que ce dispositif du parquet national antiterroriste français ne devient pas d'ailleurs pour le coup et jusqu'à aujourd'hui un peu un instrument antidémocratique, notamment dans le dossier de Georges Ibrahim Abdallah, carrément? Alors, bon, il faut savoir que le fait de mettre en place des juridictions spéciales à des faits qui ont un caractère extraordinaire comme des faits qualifiés de terrorisme n'a rien, je dirais, en théorie et en soi d'antidémocratique. Bien au contraire, cela permet une certaine garantie, qui plus est lorsque ces affaires sont traitées exclusivement par des magistrats professionnels et qui doivent nécessairement faire montre de garantie d'indépendance. Julien Martin, pardon, je rappelle que le procès de Georges Ibrahim Abdallah, le verdict a été rendu au bout de 4 jours seulement. C'est un procès expéditif. Quand on sait les délais qui sont accordés aujourd'hui au procès, aujourd'hui en tout cas dans différentes affaires, notamment criminelles, ce sont des procédures très longues. Dans le cas de Georges Ibrahim Abdallah, ça a pris 4 jours. Oui. Non, mais dans le cas de Georges Ibrahim Abdallah, si vous voulez, le procès en lui-même est totalement hors sol, hors norme et hors garantie du procès équitable. Clairement, on a un avocat qui le trahit et qui faisait en réalité partie des services secrets, en tout cas travaillait pour eux. Donc on n'est pas du tout dans le respect du procès équitable, quand bien même cette juridiction spéciale a été mise en place, a été mise en œuvre, qu'elle perdure aujourd'hui, mais on sait que aujourd'hui, on est dans d'autres contextes, avec d'autres procès concernant d'autres faits de terrorisme. Et plus une juridiction a des particularités, a des spécificités, plus les garanties qu'elle doit offrir doivent être élevées. Oui. Malheureusement, à l'époque où Georges Abdallah a été jugé, ça n'était pas respecté, puisqu'on était, je le rappelle, en 1987. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Il y a eu quand même des progrès en termes de procédure sur ces procès-là. Oui, mais on n'est pas tout de même revenu sur la décision, sur le verdict que subit toujours Georges Ibrahim Abdallah, malheureusement. Mais sur le plan politique, les autorités françaises, il faut le dire, ont reconnu qu'en réalité, ils n'étaient pas impliqués. Ouais. Et ça, c'est dramatique. Alors justement, juste encore une précision sur le plan juridique. Comment qualifier justement un détenu? Vous dites qu'il n'y a pas de détenu politique, mais c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui du dossier de Georges Ibrahim Abdallah. Comment qualifier justement sa situation? Est-ce qu'on peut parler de torture morale, de vengeance à l'égard de ce détenu particulièrement? Il faut rappeler que c'est un résistant libanais, résistant en faveur de la cause palestinienne. Il dit, il a choisi la résistance armée. Il dit, je ne suis pas un criminel, je suis un combattant. Donc il assume la partie, le recours à l'arme, donc pour défendre notamment la cause palestinienne. Et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Comment peut-on qualifier ce dossier aujourd'hui? Alors, un criminel est différent d'un combattant. Oui. D'abord, les causes ne sont plus les mêmes. Le combattant essaye de défendre un idéal, une liberté, une autonomie d'un peuple, un droit à la vie. Par contre, le criminel, c'est celui qui détruit la vie. Oui. C'est celui qui porte atteinte à la vie. Alors, la notion de terrorisme est très complexe et c'est une arme qu'on utilise à tout bout de champ. Il était très simple pour la France de parler de terrorisme, mais la France a bien parlé de terrorisme pour les Algériens, oui, qui étaient des combattants, qui étaient des nationalistes, qui voulaient défendre leur pays et redonner ce droit à tout un peuple qui le réclamait. C'est le même cas de figure qui se passait donc en Palestine. Donc voici un combattant
qu'on aurait dû respecter. On aurait pu avoir une discussion politique avec cet homme et on aurait dû l'entendre. Parce qu'en fait, c'était la voix de tout un peuple. Et cette voix qui continue à crier jusqu'à ce jour, bon, maintenant, ils ont essayé de l'éteindre, mais croyez-moi qu'ils ne pourront jamais le faire. Donc, quand on mélange le droit et le non-droit, on obtient quoi? Des jugements erronés, des décisions tout à fait injustes. Et évidemment, eh bien, c'est de la détention arbitraire. Parce que cet homme, s'il est libérable depuis 1999, et si on ne le libère pas jusqu'à ce jour, ça veut dire qu'il est en détention arbitraire. Oui. Et c'est cet arbitraire qui est en train de se jouer entre le droit et la politique. Oui. Voilà, c'est un peu mis en suspens, c'est en suspens entre ces deux c'est la balle de ping-pong entre le tribunal, n'est-ce pas, de l'application des peines, le parquet qui représente l'État français et qui bloque à chaque fois, l'autre juridiction supérieure, donc c'est la juridiction qui a le droit de regard sur les décisions prises en première instance par le tribunal donc de l'application des peines, et ça continue comme ça, alors que c'est un chemin qui est emprunté depuis des années. Vous voyez, c'est une manière de regarder le ça peut encore aller très loin, n'est-ce pas? Moi, je me demande si leur but n'est pas de le voir mourir en prison ou de le faire mourir en prison. Il y a justement cette possibilité, Sami Kaidi. Est-ce que justement il représente une figure, on disait, de la résistance politique, notamment au Proche-Orient, et qui n'a par ailleurs... Georges Ibrahim Abdallah n'a d'ailleurs jamais courbé l'échine, il a toujours nié les faits, il aurait pu les reconnaître et sortir beaucoup plus tôt. Il a toujours refusé, il a gardé justement sa stature de résistant, tout en subissant cette vengeance. Est-ce que le contexte actuel peut expliquer en tout cas que cette dernière décision de libération n'a pas été rendue donc effective? Tout à fait. On constate qu'il y a d'ailleurs une justice à deux vitesses selon les questions et les causes. Il faut un peu rappeler aussi le contexte du combat de résistance de Georges Ibrahim Abdallah. Il l'a créé en 1980, dans les années 80, donc les forces armées révolutionnaires libanaises, et s'est battu pour défendre cet instituteur, parce qu'il est instituteur chrétien également, et qui s'est levé contre l'injustice en Palestine et contre l'invasion de son pays par le régime sioniste en 1982, donc l'invasion du Liban. C'est quelque chose qui se rejoue aujourd'hui. Tout à fait. Donc l'invasion du Liban. Georges Ibrahim Abdallah est rentré en résistance. La résistance est un droit reconnu par le droit international. Je parle sous le contrôle de Maître Ben Brahim. La résistance armée. La résistance armée est reconnue par le droit international. Et donc, où la problématique se pose par ailleurs, c'est le fait qu'il a été jugé comme un prisonnier de droit commun, alors qu'en réalité c'est un combattant, et normalement selon les conventions de Genève et la 3e convention de Genève, quand on est prisonnier de guerre, il y a une juridiction spécifique et une loi aussi, et des lois qui diffèrent. Or, il n'a pas été respecté en tant que combattant, que résistant suite à une invasion barbare de l'entité sioniste au sud du Liban, qui visait à annexer une partie de ce territoire d'un pays souverain et de violer sa souveraineté. Il faut aussi rappeler qu'il y a eu 13 demandes de libération qui ont été battues en brèche. Et d'ailleurs, le quotidien L'Humanité, le Parti communiste français, parle d'une affaire hautement politique et affirme par ailleurs que Georges Ibrahim Abdallah est victime de ses positions pour la liberté en Palestine et pour... L'Humanité le dit un peu clairement. Voilà, d'ailleurs même dans un papier qui a été publié cette semaine. Oui, c'est vrai. Gamal Abina, je voudrais aussi votre avis sur, on disait la figure peut-être même emblématique dans son pays de Georges Ibrahim Abdallah, et qui pourrait bloquer encore une fois, vu les événements tragiques qui se prennent place donc au Proche et Moyen-Orient. Et puis je voudrais aussi votre avis sur une deuxième question, quand on sait qu'une certaine Hillary Clinton, alors secrétaire d'État américaine en 2012, avait instruit directement
Laurent Fabius, alors ministre des Affaires étrangères français de l'époque, de trouver donc le moyen de contourner la décision de la justice de libérer Georges Ibrahim Abdallah. Il avait donc reçu son premier avis favorable depuis 1984, c'était en 2012. Tout à fait, il y a plusieurs éléments. D'abord, clairement, c'est un procès politique qui a été fait. Ça a été fait dans un tribunal d'exception. Les conditions de la défense n'ont pas été réunies. Il se présente comme un combattant pour la liberté, parce qu'on est toujours combattant pour la liberté quand on défend son territoire, qui était envahi à l'époque. C'est un ancien phare des forces armées libanaises, donc révolutionnaires libanaises. Il était aussi très proche du FPLP, de Georges Habash. Il a été effectivement en France, il y a eu des actions qui ont été conduites, pas nécessairement par lui, mais une chose est certaine, c'est que les accusations qui lui sont portées n'ont pas été étayées de preuves, et l'avocat d'ailleurs avait travaillé contre lui. Donc tout ça, c'est les éléments qui montrent immédiatement que la France ne respecte pas le droit qui s'impose chez elle. Pourquoi? Et vous posez la question. Georges Ibrahim Abdallah, c'est une double symbolique. C'est un révolutionnaire marxiste-léniniste qui travaille pour son pays, le Liban, qui est maronite, chrétien, qui est pro-palestinien, anti-sioniste et anticapitaliste et anti-impérialiste. Donc les choses sont très claires. C'est l'ennemi parfait. On est en plein milieu des années 80. En 84, il est interpellé. En 87, il y a son procès. Le mur de Berlin n'est pas tombé. Il y a encore l'opposition Est-Ouest. Les États-Unis sont à la manœuvre. Et il se trouve que l'ambassade des États-Unis va être attaquée par son organisation. Il se trouve que l'ambassade sioniste va être attaquée. Il y aura des morts par son organisation. Il se trouve qu'une série d'actions militaires, pour le coup, sont conduites sur le territoire français. Et il se trouve que les Américains ne veulent pas entendre parler, vous venez de le dire à l'instant, de sa libération. Le rêve américain, c'est la perpétuité réelle comme elle s'applique aux États-Unis, à savoir on rentre, on est condamné et on sort au bout de 100 ans de prison, donc on meurt en prison. C'est ce qu'il voudrait pour Georges Ibrahim Abdallah, parce qu'il représente à la fois la résistance chrétienne d'Orient. C'est amusant parce que les chrétiens d'Orient ne les intéressent que quand ils sont victimes, pas quand ils sont acteurs. Et surtout, elle représente le Liban dans son entier, puisqu'il défend à la fois les Palestiniens, les chrétiens, les musulmans, les sunnites, chiites, bref, il s'inscrit clairement dans une démarche révolutionnaire. Et ce qu'on lui reproche, c'est de ne jamais avoir dénoncé ou même reconnu qu'il avait eu tort dans son action. Il a toujours maintenu le fait de dire « je suis un révolutionnaire et je ne reculerai pas ». Il a 72 ans aujourd'hui. Il était libérable le 6 décembre. Gamel Abina, c'est un peu le fait qu'il n'ait pas courbé les chines, justement, qui nourrit cet acharnement de la part des autorités françaises. Vous savez, ils ont eu du mal avec Georges Habash déjà, c'était très difficile pour eux avec l'affaire Habash, comme on l'appelait, qui se faisait soigner en France. Ils ont du mal avec tout ce qui est chrétien libanais, parce que les Français, n'oublieront jamais, sont l'ancien protecteur, entre guillemets, un protecteur, donc l'ancien colon de la Syrie et du Liban. Il ne faut jamais l'oublier, sont aussi ceux qui ont détruit le pays du Chem, n'oublions jamais cela, et que Georges Ibrahim Abdallah s'inscrit dans une logique politique qui date des années 80. Donc quelqu'un qui est un révolutionnaire marxiste-léniniste, c'est important de le rappeler. Donc il est à la fois détesté parce que libanais, détesté parce que révolutionnaire, marxiste-léniniste, détesté parce que pro-palestinien, détesté parce qu'il conduit des actions de violence. Et quand on parle, tout à l'heure ça a été évoqué sur le plateau du terrorisme, on est toujours des terroristes d'État et les résistants des autres. Je veux dire, il faut se rappeler quand même que c'est la France qui a inventé le terrorisme. N'oublions jamais ça, 1793-94, pour faire en sorte, en faisant très très mal au peuple, en terrorisant le peuple, c'est ça le terrorisme, c'est quand on touche le peuple, de les convaincre de devenir révolutionnaires et républicains. Ensuite, ce terrorisme a été utilisé aussi pendant la Seconde Guerre mondiale contre les nazis, qui appelaient les Français terroristes. C'est le terme dans le texte exact, ils étaient dénoncés comme ça. Vous avez les journaux d'époque qui en font foi. Et surtout, King David, l'hôtel qui va servir de déclencheur pour dégager les Anglais, un acte terroriste qui va tuer des musulmans, des Anglais et des Juifs. Il faut le rappeler, c'est important. Il y a aussi des Juifs dans l'hôtel qui va se faire exploser par Irgun Haganah, qui sont des organisations terroristes, qui pratiquaient d'ailleurs le terrorisme pendant toutes les années 60-70. Donc aujourd'hui, quand on parle de terrorisme, il faut être très vigilant. Quand un homme se présente comme un révolutionnaire qui défend son territoire qui est envahi, il est fondé à le faire parce qu'il défend son territoire qui est envahi par une armée barbare. Ça a été dit tout à l'heure aussi sur le plateau. Et donc aujourd'hui, ce qu'on reproche à Georges Ibrahim Abdallah, c'est à la fois sa dimension chrétienne qui est réelle, sa dimension révolutionnaire d'extrême gauche qui est réelle aussi, et sa dimension anti-impérialiste et anti-sioniste. C'est ça qu'on lui reproche. Donc les sionistes veulent sa peau, les Américains ne veulent pas qu'il sorte vivant de prison. Même s'il reconnaissait les faits, même s'il disait « je regrette ce que j'ai fait », ce qu'il n'a jamais fait jusqu'à présent. Oui. Et j'ai eu la chance de dîner un soir, je l'ai déjà dit une fois, avec maître Jacques Vergès, qui était son avocat à l'époque, et qui lui a remis un t-shirt algérien que j'avais fabriqué à destination Georges Ibrahim Abdallah, parce qu'il était très amoureux de notre pays et qu'il était fier de le porter. Eh bien, ce que disait Jacques Vergès, c'est que cet homme refusera toujours
d'abdiquer devant cette violence politique. Et c'est bien un procès politique, puisque toutes les conditions ont été réunies pour qu'il ne sorte jamais de prison. Libérable en 99, 13 demandes de remise en liberté refusées, et même aujourd'hui, le juge d'application a décidé de libérer, et pour autant, il refuse cette libération. Ils ont fait appel d'une décision qui est inique pour le coup, alors que cet homme est âgé maintenant, fatigué, vieux, mais toujours On va donner, Gamal Amina, la parole aussi à Sami Kaidi. Vous voulez réagir aussi? Oui, tout à fait. Il est libérable depuis 1999, et ce qui est totalement insupportable, c'est ce deux poids, deux mesures et cette hypocrisie d'une certaine partie des pays occidentaux. On le voit bien, c'est-à-dire que normalement, dans un principe purement démocratique, il y a une séparation des pouvoirs, à la Montesquieu, si j'ose dire. Oui. Et donc, toute ingérence du politique dans le pouvoir judiciaire... C'est pour ça qu'on peut parler de mesures antidémocratiques, carrément. Tout à fait. Et là, on a clairement une ancienne secrétaire d'État américaine qui intervient directement sur le plan politique pour intervenir sur une décision de justice. Et on voit bien que ce deux poids, deux mesures continue aujourd'hui, avec la dernière décision de la Cour pénale internationale contre les criminels de guerre de l'entité sioniste, où encore aujourd'hui, le pouvoir politique, selon que l'on s'appelle Netanyahou ou Laurent Gbagbo, effectivement, la justice internationale n'est pas la même. Oui. Et la France, il faut le rappeler, a pris une décision unique au monde, de tous les signataires de la Convention de Rome. Il y a un concept qui a été inventé. C'est un concept, c'est l'immunité, voilà, l'immunité politique. C'est un joker qui n'existe pas. Ça ne veut rien dire. Qui n'existe pas, maître. Ça ne veut rien dire. Nous sommes d'accord. Juste pour faire une petite digression. Il y a deux immunités. L'immunité, il y a l'immunité diplomatique, évidemment, et l'immunité parlementaire. C'est ce que reconnaît le droit. Voilà. Mais tout le reste, c'est la politique fourbe. Voilà. Et en parlant d'immunité parlementaire, elle est levée lorsque quelqu'un entrave la loi. Oui, évidemment. C'est dans le cadre de la loi. Voilà. On va s'intéresser à une deuxième thématique, comme je l'ai annoncé en préambule, donc dans le dossier, au dossier de Christian Théin, leader kanak, maître Ben Brahim. Vous connaissez bien d'ailleurs la Nouvelle-Calédonie. Oui. Vous avez beaucoup d'amis de l'autre côté donc, de la planète. Et ce leader kanak est en détention à Mulhouse, en France, et ce point est très important. On s'est parlé avant l'émission, vous m'avez parlé de déportation de ce leader kanak, et qui est accusé d'être l'un des artisans des violences dans l'archipel de mai dernier. Et c'est dans un contexte d'un processus de décolonisation, il faut le rappeler, de la Nouvelle-Calédonie, que les autorités françaises ont voulu saper en revoyant donc un des articles de l'accord de Nouméa de 98 par rapport au dégel contesté par les Kanaks du corps électoral de l'archipel. Depuis, les autorités françaises ont d'ailleurs fait un peu machine arrière, en tout cas jusqu'à présent, sur cette mesure. Est-ce que là encore, on pourrait être face à une machination judiciaire pour bloquer, encore une fois, des indépendantistes comme Christian Théin? Mais tout à fait, parce que les deux endroits de la planète, ou peut-être même la Martinique, la Calédonie et donc la Nouvelle-Calédonie et... la Papouasie? Non, la Polynésie. Et la Polynésie. Voilà. La Polynésie. Voici trois entités territoriales qui sont toujours sous tutelle française. C'est une tutelle française, sous tutelle politique française, et qui vont demander leur indépendance, leur détachement de la métropole. Cette décision de détachement, elle n'est pas nouvelle. Il y a déjà quelques années, nous avons travaillé sur les questions, par exemple pour la Polynésie, les questions des explosions atomiques. Et quand la France ne voulait pas reconnaître ses torts sur ce terrain, et ils ont mis beaucoup de temps pour reconnaître que toute la région avait été donc contaminée. Oui. Eh bien, dans toutes les conférences qu'on avait eues, on a dit, s'ils ne veulent pas reconnaître, demandez votre libération. Vous demandez votre liberté. Détachez-vous de cette colonie. Vivez votre vie, même malheureuse, mais vivez-la en toute indépendance. Et il y a eu déjà un début de demande d'indépendance. Et le président Temaru, qui est actuellement le président, il était président de la Polynésie. Et maintenant, il est président d'une entité de lutte contre les explosions atomiques. Il fait énormément de travail. Alors, on revient juste pour le dossier
qui nous intéresse ce soir. Est-ce que là encore, on pourrait être dans une machination, je le disais, dans une peut-être dérive judiciaire, déjà, ne serait-ce que par le transfert quasi immédiat après son arrestation de Christian Théin, le 19 juin, le 23, il se retrouve à Mulhouse. Est-ce que c'est une procédure normale? Non, ce n'est pas du tout une procédure normale parce qu'on aurait dû le juger sur le terrain où il aurait éventuellement commis un crime ou un délit. Or, il n'a commis ni l'un ni l'autre. C'est une déportation, donc c'est un acte politique. Mais rappelez-vous également que pour les Algériens de l'époque, on les avait déplacés d'Algérie pour les faire juger en France. Il ne faut pas oublier parce que la France a une politique cyclique. Donc, elle revient toujours... Elle refait les mêmes, erreurs, les mêmes procédures. C'est un mauvais élève. Le français, politique, est un très mauvais élève. Et donc la France est la dernière de la classe. Bon, c'est comme ça que je la qualifie. Ces actes qu'elle fait, c'est des actes qui sont contre les droits humains, contre le droit à la liberté. Et pourtant, ce sont là les slogans dont elle se gargarise à longueur de vie. C'est toujours liberté, égalité, fraternité. Or, il n'est rien de cela. C'est une mainmise sur ces intérêts territoriales qui représentent beaucoup d'intérêts. Si elle perd ces 3 entités territoriales, plus ce qu'elle est en train de perdre en Afrique, ce qu'elle a perdu en Algérie, la France, c'est fini. Alors justement, Julien Martin, le président français, avait dit en 2018, je crois, que la France n'était pas aussi belle, quelque chose comme ça, sans la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que cela pourrait expliquer justement cette affaire, ce dossier qui paraît déjà un peu sombre donc dans le cas de Christian Théin, on parlait de son transfert un peu brutal vers Mulhouse, la prison de Mulhouse. Est-ce qu'on peut parler de vice de procédure dans ce dossier précisément selon vous, déjà, par rapport aux éléments que nous avons? Oui, tout à fait. C'est ce que d'ailleurs soutiennent ces avocats qui soulèvent des difficultés sur la procédure de transfèrement qui est contestée et d'ailleurs qui a été vivement contestée devant la Cour de cassation. La Cour de cassation ayant invalidé cette procédure et avait renvoyé devant une nouvelle Cour d'appel. Donc il y a déjà un vice de procédure à ce niveau, mais naturellement, il est éloigné également de ses proches, ça il faut aussi le rappeler, et sur le plan des violations des droits de l'homme, et je pense en particulier du droit à la vie privée, le fait d'être si loin de ses proches, de ses parents, de sa famille, c'est déjà une épreuve en soi qui rend la détention extrêmement compliquée, extrêmement particulière. Donc oui, on peut affirmer que sur ce plan, il y a une violation. Alors après, heureusement, moi je reste toujours optimiste par rapport à la France et à nos institutions, l'institution judiciaire y compris, puisque je suis avocat en France et que j'exerce et que je plaide devant les tribunaux français, nous avons, et je le rappelle encore une fois, ratifié la Convention européenne des droits de l'homme. Et quel que soit le motif, même s'il y a un fond politique, la France ne peut pas échapper à ses obligations internationales et en particulier ses obligations conventionnelles. Elle doit respecter la Convention européenne des droits de l'homme. Et si, le cas échéant, il devait y avoir saisine de la Cour européenne des droits de l'homme, et d'ailleurs les avocats de M. Théin l'ont précisé, ils l'envisagent, eh bien très certainement, peut-être, la France serait condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais il faudra attendre quelques années de procédure. Justement, par rapport à la saisine de la Cour européenne, est-ce que on a vu par exemple que la Cour européenne avait penché en faveur donc des intérêts par exemple du peuple du Sahara occidental pour ce qui était donc des accords illégaux entre l'Europe et le Maroc. Aujourd'hui, ces affaires de leaders kanaks comme Christian Théin ou de Georges Ibrahim Abdallah pourraient ou vont d'ailleurs atterrir à la Cour européenne ou la Cour peut-être internationale de justice pour justement mettre fin à ces dérives judiciaires, et la France se retrouverait à ce moment-là totalement en porte-à-faux vis-à-vis de ses engagements et de ses responsabilités donc internationales.
Alors, il y a deux choses qu'il faut bien distinguer, hein. J'ai parlé de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une entité du Conseil de l'Europe, hein, qu'il ne faut pas confondre avec l'Union européenne. Je pense que lorsque vous faisiez référence au Sahara occidental, c'est pas la même Cour, effectivement. Vous évoquiez la position des institutions de l'Union européenne. La Cour européenne des droits de l'homme est indépendante, hein, de ces institutions-là, donc ce qui garantit aussi une indépendance politique, hein, par rapport à sa position. Donc, s'agissant des situations de Georges Abdallah, et d'ailleurs, je pense, hein, et vous l'avez rappelé tout à l'heure pour Georges Abdallah, vous aviez parlé de torture, mais vous êtes tout à fait dans le juste, parce que c'est vrai que l'absence de perspective pour Georges Abdallah d'être libéré dans un délai raisonnable, eh bien, constitue un traitement inhumain et dégradant, hein, selon la Cour européenne des droits de l'homme. Mais pour ces situations, ces dossiers spécifiques, s'ils arrivent devant la Cour européenne des droits de l'homme, bien évidemment, elle les instruira, comme elle instruit tous les dossiers de nature politique également, contre la Turquie, par exemple, lorsqu'il s'agit de militants du PKK. Donc voilà, on a quand même une jurisprudence très construite et établie de la Cour européenne des droits de l'homme qui apporte cette garantie. Et encore une fois, la France ne pourra pas y échapper. Et la France n'y échappe pas puisqu'elle a ratifié cette convention et qu'elle doit la respecter. En premier lieu, les juridictions nationales, hein, doivent respecter la Convention européenne des droits de l'homme. Oui. Alors, Sami Kaidi, par rapport à ce dossier aussi du leader kanak, on a beaucoup commenté la décision française de s'aligner sur le projet de large autonomie marocain sur le Sahara occidental. Quand on voit aujourd'hui la fébrilité, les erreurs aussi commises, comme le dit Maître Benbrahim, par les autorités françaises dans la gestion de ce dossier de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie, l'image devient beaucoup plus claire. Ces deux dossiers sont liés finalement, et c'est ce qui pourrait expliquer la décision française finalement. Oui, effectivement. C'est-à-dire que la France a décidé, dans une alliance coloniale avec le Maroc, de défendre coûte que coûte l'occupation d'un territoire qui n'appartient pas au Maroc. Oui. D'après même l'ensemble de la juridiction internationale, du droit international et de la Cour de justice internationale, oui, qui avait stipulé dans les années 70 que le Sahara occidental occupé est un territoire totalement distinct du Maroc, et par conséquent, dans cette alliance du fait colonial ou du fait accompli colonial, la France apporte son soutien pour finalement peut-être se protéger sur d'autres dossiers de la Nouvelle-Calédonie. Exactement, et j'ai envie de revenir un petit peu aussi sur ce combat de Christian Théin. Il faut dire qu'il est emprisonné à plus de 17 000 kilomètres de son lieu d'habitation, c'est-à-dire dans la prison de Mulhouse en Alsace. Il a été interpellé le 19 juin. D'après des sources très proches du dossier, il s'est toujours battu pour des idées et n'a jamais prôné la violence, oui, ou n'a jamais prôné des troubles, etc., contrairement à ce qui lui est reproché. Et d'après même l'un de ses avocats, qui est François Roux, parce qu'il y a, je crois, plusieurs avocats, mais d'après François Roux, il est face à... donc, en parlant de Christian Théin, il est face à une justice d'exception et victime finalement de quelque chose qui le dépasse finalement. Oui, qui le dépasse. Gamal Abina, votre avis aussi sur la question, cette justice d'exception, justice verticale, si on peut l'appeler comme ça, est-ce que l'exception devient la règle finalement lorsqu'il s'agit justement de militants indépendantistes? C'est le cas, donc, comme on le disait, pour Georges Ibrahim Abdallah et Christian Théin de la Nouvelle-Calédonie. Vous savez, j'ai une histoire personnelle qui peut en parler de la justice d'exception. Mon père a été expulsé de France pour des raisons politiques. Il a mis 4 ans à revenir alors qu'il a gagné en Conseil d'État. Donc, effectivement, quand on est pro-palestinien, ce qui était mon père, on peut s'exposer. Là, c'est pareil pour les questions décoloniales, puisqu'on parle bien de décolonisation. On oublie tout à l'heure dans la liste Mayotte, on oublie évidemment la Guadeloupe, on oublie évidemment Guyane. Il y a tout un tas de territoires qui étendent l'Empire français sur le plan maritime de façon considérable. Mayotte étant une base militaire française bien protégée. Et donc, ces territoires, surtout Mayotte, sont colonisés, c'est l'ONU qui le dit. On a la question effectivement du Sahara occidental, vous l'avez évoqué, mais c'est vrai que pour la Kanaki, parce que j'appelle ça la Kanaki, c'est son vrai nom. La Nouvelle-Calédonie, c'est un nom qui a été donné par les Anglais, traduit en français. Donc pour la Kanaki, on est dans un territoire qui est colonisé et dans lequel la France, en changeant les règles qui étaient
jusqu'à présent valable après ces fameux accords de Matignon. En changeant ces règles-là, ils ont fait un pas en arrière uniquement pour garantir que au prochain référendum, on blanchisse la population, qui vit très bien d'ailleurs là-bas, et que ceux qui sont les habitants légitimes deviennent minoritaires. N'oublions jamais que 1700 Algériens de Mokrani ont été déportés là-bas et qu'en 87, au moment de la grotte quand Djibaou et toute l'équipe se font attaquer dans la grotte d'Ouvéa et qu'elle est morte, la France était sans pitié avec les indépendantistes. Donc aujourd'hui, le fait de pratiquer une justice d'exception, de déporter, parce qu'on parle bien de déportation, le terme est bien choisi, quelqu'un à 17 000 km de sa famille, hein, on parle de vraiment, c'est une violence réelle. Ouais. On l'a déjà vu à l'époque avec la Corse, c'est pareil, les prisonniers corses étaient toujours sur la métropole. Les prisonniers algériens souvent allaient dans la métropole pour les couper psychologiquement de leur famille et les épuiser. Mais c'est vrai qu'on peut parler de justice d'exception dès lors que la question coloniale est posée. Et quand on parle de colonisation, par définition c'est un crime, par définition c'est une spoliation, un vol, des meurtres, eh bien il est difficile pour l'État colonial qui veut se maintenir coûte que coûte sur des territoires qui ne lui appartiennent pas de le quitter. Et la Nouvelle-Calédonie intéresse la France pas tellement pour le prestige que ça peut donner, mais parce que le sous-sol est très riche. C'est vraiment une des principales raisons. C'est-à-dire que le colon, quand il va sur un territoire, c'est pour prendre ses richesses. Ouais. Et il se trouve qu'il est très riche en nickel, si je ne me trompe pas. Il y a plein de minerais très importants, essentiels pour la France, dont ils ont besoin. Et donc, ils conserveront bec et ongle ce territoire. Oui. Et les indépendantistes seront toujours accusés de tous les maux de l'humanité, simplement pour annuler leur démarche, qui est une démarche légitime, encore une fois. On le dit tout le temps. Un résistant, quand il est sur une terre qui est occupée par un étranger, est légitime à l'être. Et donc, c'est vrai que la Kanaki, donc son vrai nom, est dans cette configuration. Et les violences qui ont émaillé le territoire n'ont pas été organisées ou coordonnées. Il y a eu un mouvement syndical qui a parlé, mais en vérité, c'est un ras-le-bol généralisé de la population. Et je vous inviterai quasiment à recevoir un Kanak, un vrai Kanak, je veux dire, pas un Européen, pour donner le sentiment de misère dans laquelle il vit, d'humiliation permanente, de hogra, on peut le dire, sur un territoire qui est le leur. Il faut le rappeler, ils sont chez eux. Sans parler des manœuvres politiques, hein, avec le dégel donc, du corps électoral, ce qui était acté en principe dans l'accord de Nouméa de 98, n'est-ce pas, Gamel Abina? Oui, tout à fait, c'est des manœuvres grossières, on les connaît. Hein. De toute façon, les Français, là-dessus, en matière de fourberie, ils sont passés maîtres en la matière. Je rappelle que les fourberies de Scapin, il ne parlait pas des Algériens ou des Arabes, il parlait des Français, quand il écrit les fourberies de Scapin à Molière. Et la fourberie politique, en France, c'est vraiment, pour le coup, c'est le masterclass de la fourberie absolue. Leur signature n'a pas beaucoup de valeur, mais leur parole encore moins. Donc c'est vrai que lorsqu'ils s'engagent, que ce soit à Matignon, à Nouméa, sur un corps électoral qui était gelé, littéralement, et qu'aujourd'hui, ils ne sortent l'artifice de dire, oui, mais il n'est pas normal que les nouveaux arrivants n'aient pas les mêmes droits que ceux qui sont sur place, c'est juste une façon de revenir sur leur parole et leur signature. Donc si les Kanaks ont vu rouge, c'est qu'ils ont vu la manœuvre grossière. À chaque fois qu'on fait un référendum et qu'il est écarté de façon artificielle, eh bien simplement c'est pour garantir le contrôle du territoire. Et je vous donne un dernier exemple pour finir mon propos. Vous savez, en 1975, ils ont fait un référendum sur les 4 îles des Comores, le Kamar en arabe, les 4 îles des Comores. Le référendum sur les 4 îles était positif, ils voulaient quitter la France. Ils voulaient plus que la France soit là. Et ils ont trouvé un artifice en disant une des îles n'est pas majoritaire, elle restera française et on va en faire un département, Mayotte, parce qu'on a une base militaire. C'est toujours les manœuvres grossières qui conduisent effectivement à nier le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et particulièrement maintenant que Sami Kaidi, que la France est en perte d'influence, notamment en Afrique, elle va, on l'imagine, faire toutes les manœuvres possibles, même les plus fourbes, hein, politiques et autres, pour garder encore ses intérêts, notamment dans le Pacifique. Voyez-vous, en termes de manœuvres, on peut trouver ici un parallèle direct avec le noble combat du peuple sahraoui pour son droit à l'autodétermination. On voit bien que le régime colonial marocain tente aussi de trouver des artifices aussi pour finalement éviter tout référendum. Ce sont les mêmes méthodes. Exactement, c'est les mêmes méthodes. Il y a aussi l'utilisation de colons marocains qu'on va ainsi, placés dans les territoires occupés pour essayer de trouver désespérément un artifice pour faire saboter toute solution qui est celle du droit international, qui est la solution du droit au référendum d'autodétermination. Il faut rappeler qu'il y a bien la MINURSO et que dans la MINURSO, il y a le R de référendum. Voilà. Et pour revenir aussi à Christian Théin très rapidement, des propos même de son avocat, il a toujours été
un défenseur des actions pacifiques, du dialogue et de la solution pacifique. Et d'ailleurs, il se défend d'avoir mis le feu aux poudres, justement, concernant les dernières émeutes. Parce que pour lui, il défend inconditionnellement c'est un activiste la paix politique. Et le dialogue. Alors, justement, Maître Fatma Belbrahim, il y a aussi donc cette affaire en Martinique. Après Christian Théa, le leader du mouvement Kanak, comme on disait, c'est le tour de Rodrigue Petitot, le chef du mouvement de protestation de Martinique. Ce sont encore des... C'est la même chose. C'est la même chose. C'est pourquoi je parle de cycle. Oui, c'est la même chose et c'est en termes de timing, c'est assez parallèle aussi parce que c'est très récent. La France l'a condamné, en tout cas cet activiste a été condamné à 10 mois de prison, ce qui a entraîné des heurts en Martinique très importants. La situation reste d'ailleurs encore très électrique. La France continue donc ses politiques de répression contre les activistes. Est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois, un lien chronologique à faire avec les événements en cours? Est-ce que les événements au Moyen-Orient ne font pas écho comme un appel d'air pour les mouvements indépendantistes et ce qui fait durcir un peu les actions judiciaires, voire aller vers la dérive de la part de la France, d'un pays comme la France? De toutes les façons, cette période, c'est la période des indépendantistes et de l'indépendance de tous les pays à travers le monde. La période que nous vivons actuellement, oui. Parce que la c'est décolonisation... un peu la même période qu'il y avait dans les années 80. La décolonisation a commencé en 1960. Ouais. C'était la date où a commencé véritablement la décolonisation avec tous les mouvements d'indépendance menés par, parfois on appelle ça des rebelles, parfois des terroristes, parfois des activistes. À chaque fois, on leur donne une appellation. Donc c'est un processus historique inéluctable. Nous irons tous vers cette indépendance. Peu importe le temps, mais nous allons y arriver. Oui. Et cette fois-ci, vous avez vu, c'était des peuples qui ne parlaient pas du tout. Oui. Ils étaient complètement sous contrainte. Et les voici en train de réclamer leur indépendance. Donc vous pensez qu'il y a un lien avec ce qui se passe à Gaza, notamment? Avec ce qui se passe à Gaza, ce qui est en train de se passer en Afrique, ce qui s'est passé en Algérie, ce qui est en train de se passer au Maroc et en territoire occupé, bien sûr. C'est tout un moment, et quand vous voyez, c'est tout un croissant qui est en train de se dessiner. Il y a une dynamique. Oui, une dynamique. Donc le plus grand perdant maintenant, c'est bien les pays colonisateurs, n'est-ce pas? Et les pays indépendantistes, c'est-à-dire les pays où les gens réclament le droit à la liberté, qui est un droit sacré, consacré par toutes les constitutions du monde et qui est mis à mal quand même, mais bien sûr, en ce moment. Bien sûr, parce que vous savez, c'est une véritable guerre. Pardon, s'il n'est presque pas, il n'est pas encore en faillite, il est très abîmé. Oui, tout à fait. Mais ce qui compte le plus, c'est cette flamme qui est dans le cœur des hommes et qu'on ne peut pas atteindre. On peut peut-être atteindre une personne, la mettre en prison, mais cette flamme d'indépendance, elle restera toujours dans leur cœur. C'est ce qui s'est passé en Algérie et on est allé vers l'indépendance. Donc ça va être la même chose pour eux. Seulement, il faudrait qu'il y ait des hommes qui se sacrifient pour que d'autres puissent en profiter. C'est déjà le cas, notamment en Palestine occupée. Je voudrais donner la parole à Julien Martin sur ce principe sacro-saint français de la liberté d'expression, de la liberté d'opinion, et qui est aujourd'hui tout de même très mise à mal, notamment dans les médias de l'Hexagone et aussi à travers ne serait-ce que ces affaires judiciaires que l'on discute ce soir. Comment l'expliquer selon vous? Est-ce qu'il y a... Bon, il y a une dérive évidemment du droit international, il est abîmé comme on est en train de le dire, mais qu'est-ce qui se passe réellement en France selon vous? Il y a, je crois... un abandon des valeurs, tout simplement. Vous l'avez dit, le droit international est abîmé, mais c'est bien plus profond que cela. Hein. Ce sont les valeurs humaines, les valeurs universelles qui sont véritablement piétinées. Et je crois que quand on parle d'indépendance, bien sûr, en premier lieu, on parle d'indépendance des peuples, mais ici en France, et moi-même en tant qu'avocat, parler de la Palestine, parler de la situation à Gaza, parler de génocide, c'est une lutte en soi et ça requiert aussi
une forme d'indépendance d'esprit et qu'il faut reconquérir en France, malheureusement. Et c'est à nous autres aussi, et j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit ma consoeur, hein, cette flamme dans chaque être humain, à laquelle il faut croire, c'est cette indépendance-là, l'indépendance d'esprit qui, là pour le coup, devient universelle, va, je dirais, épauler aussi cette indépendance des peuples, cette lutte pour certains, pour l'autonomie de certains peuples. Donc on est au-delà de ça, on est vraiment au-delà de l'indépendance des peuples, on est dans l'indépendance des esprits, et c'est vrai que cette indépendance-là est mise à mal depuis un certain nombre d'années, y compris en France, sur la liberté d'expression, mais pas que sur le sujet du droit international ou plus particulièrement de Gaza et de la Palestine. Oui. Sur bien d'autres sujets, on a vu vraiment des situations où les autorités sapaient progressivement la liberté d'expression en France. Oui. On va donner, il nous reste un peu moins de 3 minutes. Oui, vous donnez un dernier mot avec Gamal Abina aussi, qu'on fera réagir. Alors, je suis entièrement d'accord, il y a une nouvelle appétence des peuples pour la reconquête de leur souveraineté et de leur indépendance. On a pu le voir en Afrique, au Sahel particulièrement, très récemment au Tchad aussi, et notamment en Palestine, où après le 7 octobre, il y a eu une nouvelle dynamique qui est celle d'un peuple qui a refusé de mourir et refusé de concéder sa terre à un vil occupant. Oui. Gamal Abina, pour terminer, est-ce qu'il faut tout de même rester positif sur justement le droit international qui finira par gagner? C'est un peu candide de présenter les choses comme ça, mais il faut peut-être s'accrocher à ça aujourd'hui, malgré les répressions, malgré les génocides, malgré les agressions militaires, les violences politiques, pas qu'en France, hein, à travers le monde. Vous savez, le droit international qui a été porté par la France et les pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, a été nié par la France récemment avec l'histoire de l'immunité qui était ridicule. Moi, je ne suis pas tellement optimiste là-dessus. Je pense plutôt aux rapports de force économiques et aux rapports de force militaires qui ont plus de chances de faire entendre les voix des peuples, et ensuite, ce sera sanctionné par le droit international, comme c'était le cas après la Seconde Guerre mondiale. Mais j'ai envie de dire simplement, en France, la problématique qui a été posée par votre avocat sur Paris, d'ailleurs, que je salue, c'est simplement les procédures Bayon. C'est-à-dire qu'on a trouvé un moyen de créer, avec un système un peu vicieux, la fameuse poursuite pour apologie de terrorisme, qui consiste à dire, si vous dites du bien d'un terroriste, quelle que soit la forme, vous devez être poursuivi. Ça veut dire qu'on interdit totalement le soutien à les organisations qui sont de résistance, parce qu'on est, j'avais oublié une chose, on est les terroristes des uns, mais les résistances des autres. Ça dépend vraiment de la victoire de la personne. Et donc, en l'occurrence, moi, je suis pas tellement optimiste. Je trouve qu'il y a des dérives sur le droit. Il faut se battre pour celui-ci. Et j'ai envie de dire, en dernier lieu, que ce qui a fait briller la Révolution française, parce que réellement, pour le coup, c'est un laboratoire d'idées extraordinaire qui n'a pas duré longtemps, puisqu'après c'est une dictature effroyable qui s'installe, c'est ces principes universalistes, en l'occurrence, il se voulait universaliste, de dire que l'homme vaut un homme, le citoyen vaut le citoyen, et que personne n'est au-dessus de lui, et que la loi doit faire la force et non pas le contraire. Eh bien aujourd'hui, malheureusement, la France, qui a brillé à une époque, aujourd'hui est très très loin de ces valeurs-là, et s'en est écartée de façon remarquable sur l'affaire Netanyahou, dont elle considère qu'il est intouchable. Gamal Abina, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste des questions internationales. Merci à Maître Fatma Zahra Belbrahim, avocate et chercheuse en droit de l'histoire. Merci d'avoir été avec nous. Merci à Sami Kaidi, journaliste au quotidien Al-Moudjahid et spécialiste des questions internationales. Et puis depuis Paris, merci à Julien Martin, avocat au barreau de Strasbourg. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Excellente